Bien, merci beaucoup d'être avec nous. À ma gauche, Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, vice-présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. À ma droite, monsieur le sénateur, je suis désolé du plan de table. C'est bien aussi. Alors, je suis ravi que vous... Voilà, je suis ravi que vous puissiez l'évoquer. Sénateur du Parti Socialiste, sénateur PS, pardon, je vais y arriver, du Val d'Oise. Merci également d'être avec nous. On va effectivement très rapidement rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de nos échanges. On va peut-être d'abord rappeler très rapidement le contexte, parce qu'effectivement, Gaël l'a souligné et Guillaume Pierron également en introduction. Il y a un contexte d'abord économique. On l'a dit, le gouvernement qui cherche à faire des économies et les 380 milliards de budget consacrés aux pensions de retraite sont nécessairement regardés de très près par Bercy et par Matignon. Et puis il y a un contexte politique aussi. On va y venir également avec vous, à la fois avec le nouveau Front Populaire qui est favorable à l'abrogation de la réforme, qui en a fait une de ses promesses de campagne sur les dernières législatives, ou le Rassemblement national qui a d'ores et déjà annoncé qu'il déposera le 31 octobre prochain dans sa niche fiscale une proposition d'abrogation de cette réforme en s'adressant, et ça va être aussi intéressant d'en discuter, aux syndicats. On va y revenir. Véronique Louwagie, Madame la députée, vous allez la voter, cette niche parlementaire? Vous allez être favorable à cette abrogation? Non, en posant la question avec le sourire que vous avez, vous connaissez la réponse. Non. On a une vague idée. Et évidemment, non. Cette réforme, c'est vrai qu'elle a suscité beaucoup d'opposition. Cela a été rappelé d'ailleurs dans les différents slides que nous avons vus. Elle n'est pas parfaite. Ça n'est pas en tout cas moi la réforme que j'aurais portée, mais elle était nécessaire. Vous avez rappelé les chiffres, sur les 1600 milliards de dépenses publiques que nous avons, et le sujet des dépenses publiques est un sujet important, il revient d'actualité à la veille d'un budget. La part des retraites est très, très importante, 380 milliards d'euros. C'est 40% de nos prestations sociales et 13,5% de notre PIB. Donc effectivement, il faut, si nous voulons maintenir un système de retraite par répartition avec une solidarité intergénérationnelle, il faut le financer. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est l'évolution de notre démographie qui nous contraint à le revoir. Juste trois éléments. Dans les années 1960-1965, c'était 4 actifs pour un retraité. Voilà, donc c'est important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité. Et en perspective dans les années 2050 à venir, ce sera 1,4 actifs pour un retraité. S'il n'y avait pas eu la réforme, ça aurait été 1,2 actifs pour un retraité. Le nombre de cotisants, je le reprends là, je l'ai sous les yeux, va poursuivre sa croissance jusqu'au milieu des années 2030. Et à partir de 2030, le nombre de cotisants va diminuer de 41 000 par an. C'est impressionnant comme chiffre. Voilà, donc aujourd'hui, si nous avons 31,5 millions de cotisants, nous en aurons 30 millions en 2070. Voilà, donc il faut avoir une vraie réflexion. Et cet allongement de l'âge s'établit également dans les autres pays, et nous avons encore aujourd'hui un âge de départ à la retraite qui est très inférieur à d'autres pays. Je prends par exemple l'Allemagne aujourd'hui, c'est 65 années et 10 mois, et ce sera en 2031 67 années. Et d'autres pays sont de la même manière, c'est la Belgique, le Canada. Voilà, donc il nous faut répondre à cette évolution démographique, à cette natalité qui continue à baisser. Voilà, alors après, la question qui se pose, est-ce que ce mécanisme est durable dans le temps? Et ça, c'est vrai que c'est une autre question. La réforme telle qu'elle a été bâtie, qui a consisté également à redistribuer, n'a pas à aborder l'équilibre comme celui qui a été présenté initialement. Je rappelle d'ailleurs que le président Emmanuel Macron voulait 65 ans au départ, tout au départ, avant que le texte de loi soit déposé. C'était sa volonté.
Alors, effectivement, on va revenir et on reviendra au cours de cette matinée sur le sujet du mécanisme en tant que tel, et ça fera partie de nos réflexions. Monsieur le sénateur, pour amorcer ces échanges, peut-être d'un mot sur ce qui a été dit à l'instant par Madame la députée. Qu'est-ce qui finalement ne marche pas ou qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas été pris en compte suffisamment dans la réforme que l'on connaît maintenant depuis 18 mois? D'abord, bonjour à toutes et tous. D'abord, peut-être d'un mot, on peut voir qu'il y a dans notre pays, il y a toujours eu des réformes des retraites. D'ailleurs, c'est comme sur l'immigration, hein, on en fait tout le temps en se demandant, avant même qu'il y ait des effets, d'en faire une seconde loi. Celle d'avant, c'était celle menée par François Hollande. Sauf de ma part, il n'y a pas eu de conflit massif dans le pays, à la différence de celle-ci. Parce qu'il y a un élément qui est aussi la différence, c'est ce qu'on appelle la justice sociale. Le sentiment, et d'ailleurs on l'a vu dans la présentation faite par Galsiman, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous croyez juste ou injuste? Chacun sait lire les chiffres que vient donner ma collègue. Dire, mais ça, c'est toujours le même débat. On fait les comparaisons internationales, on vous explique, etc., etc. Mais si je suis ce raisonnement-là, en 1945, il n'y aurait pas eu notre système de retraite, ni notre système social. Parce qu'à un moment, ça s'appelle la volonté. Mais dire aujourd'hui aux Français, qu'est-ce qu'ils disent? Que finalement, il y a une forme d'hypocrisie dans notre pays. On va se le dire. À quel âge les Français sont aujourd'hui quels sont ceux qui, à 50 ans, qui, à 60 ans, sont encore dans l'emploi? On peut monter la retraite à 64 ans, même à 80 ans. Combien sont encore dans l'emploi? C'est aussi une forme d'injustice. Et le modèle que nous proposons à nos aînés, c'est de travailler toute leur vie, puis ensuite être au chômage. Puis à la fin, vous serez en retraite. Et puis, comme ça coûte trop cher, les 13%, eh ben on va en plus se dire, comme c'est 13% pour tout le monde, les pensions vont baisser. C'est ça le schéma que les gens ont vu et ce qui marque leur opposition. Moi, je suis pour un système assez simple. Il y a par exemple aujourd'hui, je rappelle que le président Macron, moi je n'ai pas voté pour lui, si c'est au second tour à chaque fois, mais en tout cas je ne suis pas dans sa majorité, et je me suis opposé à la réforme de 64 ans, c'est que finalement le jeu il est assez simple. C'est que au départ, lui, il a retiré son premier acte de président, il a retiré la pénibilité de la précédente mesure. Moi je suis pour qu'on ait un système effectivement où la pénibilité soit conséquente. Et si je prends mon cas personnel, mon père qui a eu un métier très difficile, s'il était parti avant 60 ans, ça m'aurait semblé logique. Et moi, vu mon métier, partir après 60 ans, ça me semble logique. Donc c'est la question de la justice qui est au cœur. Alors après, on nous dit ça coûte cher, etc., etc. Mais on peut rentrer, si vous le souhaitez, dans les éléments. C'est marrant parce que quand ça coûte cher, on commence par parler des prestations sociales. Mais on pourrait imaginer, je rappelle, que depuis 2017, le gouvernement actuel, maintenant il a un peu évolué, mais c'est de la même politique, il a chaque année retiré 60 milliards de recettes par an au budget de l'État. C'est quand même un fait. Vous multipliez par 7, vous voyez après la différence. Aujourd'hui, je le rappelle, moi je suis partisan du soutien aux entreprises. Mais c'est 64 milliards au niveau national, 64 milliards par an. On peut aussi s'interroger. C'est-à-dire quand on cherche des recettes, en tout cas à améliorer le budget de l'État, on regarde à la fois les recettes et les dépenses. Mais là, ce système de focaliser sur les retraités, je crois que ça biaise le débat, d'autant plus qu'à la fin, on sait très bien qu'à 50 ans, à 60 ans, il y a à peine un salarié sur deux qui est dans l'emploi. Donc finalement, il va continuer. Peut-être un peu plus, monsieur, si vous voulez bien. Mais à la fin, à 62 ans, il y a 62 ans, beaucoup sont déjà au chômage. Et à 64 ans, encore derrière cela. Bah ça, c'est les études qui le démontrent. Moi, je ne fais que lire les études. Et je regarde autour de moi les gens qui, à la fin, on leur explique qu'ils coûtent trop cher. Il faut qu'ils voilà. C'est ça le système qui est posé. Donc aujourd'hui, on a transféré finalement une charge vers le collectif, puisque pendant 2, 3, 4 ans, c'est l'assurance chômage qui va donc indemniser les demandeurs d'emploi en attendant d'être au chômage. Un petit mot de réaction, Véronique Louwagie, et surtout cette question qui est soulevée par monsieur le sénateur, c'est est-ce que l'on peut concilier finalement l'argument arithmétique, mathématique, avec celui d'un principe d'équité ou de justice sociale, pour reprendre vos mots, tel qu'effectivement on peut l'envisager? Non, mais je crois que sur la justice sociale, comme sur la justice fiscale, on a tous cet objectif. Je voudrais réagir sur un point que concerne les impôts, les prélèvements obligatoires qui ont été évoqués. C'est vrai qu'il y a eu une diminution importante. Moi, je regrette que cette diminution des impôts n'ait pas été suivie de l'autre côté d'une diminution des dépenses publiques. Parce que là, nous n'aurions pas une situation de déficit excessif comme celle que nous avons. Mais il nous faut continuer à diminuer nos prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires sont les impôts, les cotisations qui pèsent sur les ménages et les entreprises. Et je rappelle que nous avons aujourd'hui le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au niveau européen.
Voilà, et ce taux de prélèvement obligatoire nous met en difficulté en termes de compétitivité, en termes d'exportation par rapport aux autres pays, d'où un certain nombre de désindustrialisations qui se sont produites sur ces derniers points. Après, il y a cette réforme, elle est perfectible. Effectivement, la question qui a été évoquée est la question de l'emploi des seniors. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'emploi des seniors qui est plus mauvais que celui de nos de pays voisins, comme l'Allemagne, par exemple. Donc, il y a un vrai sujet et il faut travailler sur cet aspect. Après, il y a finalement, si on veut aller vers un équilibre, parce qu'il faudra y revenir sur cette réforme des retraites assez rapidement, parce que très vite, on va se retrouver dans une situation de déséquilibre. En fait, la question qu'il convient de se poser, c'est est-ce qu'on est sur un âge légal de départ à la retraite ou est-ce qu'on est sur une durée de cotisation, une durée de travail, sachant qu'aujourd'hui, finalement, on parle beaucoup de l'âge légal de départ à la retraite, 64 ans, mais derrière, on oublie de parler le plus souvent de la durée de cotisation qui a évolué et qui est passée à 43 ans, qui avait été initiée d'ailleurs de ce qu'on appelle la réforme Touraine, qui a été amplifiée, en tout cas accélérée dans le cadre de la dernière réforme portée par Elisabeth Borne. Mais en fait, c'est une vraie question qui peut, je dirais, nous départager aussi et qui peut aussi, je dirais, allier plusieurs, les deux éléments. Mais la situation démographique de notre pays nous impose de revoir ce dispositif. Et finalement, les diapos que vous avez montrés sont assez intéressantes parce qu'on s'aperçoit que les Français n'ont pas confiance dans le dispositif de retraite. Preuve en est, ils répondent d'ailleurs à ces questions qui sont posées. Et puis, ils en témoignent au travers les placements. Quand je pense qu'aujourd'hui, nous avons en France 6 000 milliards de placements effectués. 6 000 milliards. Et pourquoi les particuliers placent ? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Pourquoi en ce moment les placements augmentent ? Les Français constituent depuis le mois de juin des bas de laine comme ils n'ont jamais constitué. Parce qu'ils ont peur dans l'avenir, parce qu'en plus les incertitudes politiques que nous connaissons depuis quelques mois les conduisent à avoir peur. Et ils n'ont pas confiance dans le dispositif de retraite, donc ils placent. Donc je pense que l'État ne produit pas non plus, ne répond pas aux demandes et aux attentes, parce qu'on doit apporter de la confiance aux Français et sur une période qui est quand même relativement importante. Alors, vu qu'il nous reste quelques minutes à cette question très tranchée, abrogation ou durcissement, pour l'interrogation, vous me répondez l'un et l'autre quand même amélioration d'une certaine manière. Monsieur le sénateur, peut-être deux petites questions sur ces leviers d'amélioration. Le sujet, effectivement, est-ce que vous partagez le point de vue de Madame la députée qu'il faut peut-être enlever la lumière sur l'âge de départ et le remettre effectivement sur la durée de cotisation, ce qui avait été le sujet de la réforme Touraine effectivement à l'époque, premier point. Et deuxième point, c'est dans l'actualité, 7 ou 8 syndicats qui ont fait cette lettre commune au Premier ministre, à Michel Barnier, sur cette demande de suspension. Le Premier ministre qui dit « je suis plutôt effectivement favorable à écouter les syndicats ». Est-ce que là, effectivement aussi, c'est un sujet dans cette réflexion d'amélioration de cette réforme que de faire participer davantage les partenaires sociaux ? Sur les partenaires sociaux, c'était effectivement un souci parce qu'il n'y a pas eu de démocratie sociale la dernière fois. Donc moi, je salue le fait que le Premier ministre ait annoncé une discussion. C'est une bonne chose. D'un mot sur l'âge de départ, je rappelle que seulement 36% des actifs, des personnes entre 60 et 64 ans, sont en âge de travail, effectivement, sont dans l'emploi. Donc on voit bien le delta, donc on peut continuer. Moi, je suis effectivement, la réforme Touraine me va très bien, puisque c'est effectivement nous qui avons passé la cotisation, mais moi, je suis pour une révolution. Moi, très honnêtement, je suis pour le système à points. Je suis pour un système où, très concrètement, en fonction de votre carrière, de sa dureté, de votre pénibilité, de l'âge de départ à la retraite, eh ben, vous pouvez partir plus tôt que d'autres gens qui vont, comme moi, démarrer plus tard et des métiers moins pénibles. Donc moi, je pense plutôt que ce n'est pas abrogation ou je sais plus, durcissement. Je pense que c'est révolution parce qu'encore une fois, nous sommes qu'au début d'un processus et il faut qu'on regarde lucidement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte concrètement, c'est un choix de vie, la question de la retraite. Et donc, je le redis, il faut accepter de financer ceux qui ont travaillé pour leur retraite. Et donc, je suis pour une révolution, à savoir un système à points, que porte d'ailleurs notamment la CFDT. Est-ce que le système à points de monsieur le sénateur peut mettre d'accord madame la députée ? C'était la position de départ Oui, tout à fait. C'était son projet initial, la première, sur le mandat 2017-2022. Finalement, aujourd'hui, nous nous apercevons qu'un certain nombre de Français n'ont pas confiance dans le dispositif de retraite et donc effectuent des placements.
Et donc la question derrière, est-ce que l'on peut répondre au financement de la retraite en garantissant un versement de pension à un certain niveau avec un dispositif de placement, et c'est ce qui s'appelle la capitalisation. Moi, je suis favorable à la capitalisation, mais à la capitalisation collective et non pas individuelle. D'autres pays l'ont mis en place. D'ailleurs, cela existe au niveau de la fonction publique en France, c'est pratiqué. Et l'idée, c'est effectivement que les retraites se constituent avec les fruits des placements. Alors évidemment, c'est toujours difficile de changer de dispositif, ou en tout cas d'en mettre deux en application dans un même temps, mais on pourrait commencer avec un taux qui ne serait pas élevé sur les rémunérations, qui petit à petit augmenterait tranquillement dans les périodes à venir. Alors, il y a des freins idéologiques très, très forts contre ce dispositif, mais en tout cas, il mérite d'être abordé. Et quand on voit le niveau des placements des Français, je pense que finalement, aujourd'hui, un certain nombre, et hélas, que ceux qui le peuvent, réalisent des placements pour leur retraite et pas les autres. Donc si on adopte un dispositif de capitalisation collective, j'insiste bien, à ce moment-là, on entraînera les plus fragiles et ceux qui ont le moins de revenus et qui n'ont pas la possibilité de se rapprocher même des moyennes que vous avez évoquées. Et en tout cas, moi, c'est une piste que nous avions déposé des amendements avec un certain nombre de nos collègues, mais il y a un frein idéologique quand même très fort contre un tel dispositif, et en tout cas, je le regrette. C'est effectivement justement ma dernière question. Monsieur le sénateur, votre regard effectivement sur cette petite idée qui consisterait à ajouter un peu plus de capitalisation effectivement dans la constitution de nos patrimoines retraite. On le voit sur les chiffres de Gaël, 43% des non-retraités sont plutôt favorables à l'idée. Vous me direz, il y en a toujours 55 qui sont contre, mais enfin, c'est quand même finalement une proportion qui est plutôt intéressante. Et est-ce que vous faites partie effectivement de ces 43% de Français non retraités favorables à un peu plus de capitalisation? Alors moi, j'ai jamais cru à la main vide de Mme Smith. Donc j'ai un peu de mal à croire qu'aujourd'hui, la chose est assez simple. Qui seront ceux qui pourront financer cela? Ceux qui auront les moyens. Et donc, on sait comment sera notre système, on sait comment sera notre système à la fin. Et capitalisation collective, c'est votre employeur. Oui, mais on commence par ça, puis à la fin, on expliquera qu'il faut de la capitalisation. Et je rappelle que dans d'autres, parce que là aussi, on peut faire des comparaisons avec dans d'autres pays, quand vous regardez ce qui s'est passé dans des pays anglo-saxons, ça veut dire que parfois, les fonds de pension ou les entreprises se cassent la gueule, et on dit très honnêtement aux gens, je suis désolé, mais enfin, là, vous avez mis de l'argent pendant toute votre vie, ça n'a pas marché, au revoir, merci. Donc moi, je préférerais toujours un système collectif, c'est-à-dire celui que nous avons aujourd'hui, me paraît beaucoup plus solide et beaucoup plus sûr, notamment pour les gens qui n'ont pas les moyens. Parce que la question est posée, celles qui ont les moyens. Parce que ceux qui peuvent mettre 250 €, c'est beaucoup pour beaucoup de Français. Qui le disent du mois n'ont quasiment plus que la lumière dans leur frigo. C'est ça dans ce qu'on évoque. Et même collectif. Dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas, très honnêtement, rajouter aujourd'hui, demander aux Français, un effort contributif supplémentaire pour leur retraite. Ce n'est pas possible quand vous regardez aujourd'hui la grille à la fois des salaires, la grille des rémunérations et le niveau de vie de nos concitoyens. Donc moi, je veux bien ce grand principe-là. Je crois qu'il se heurte au mur de la réalité. Il nous reste exactement 20 secondes et vu que dans la vie, il faut savoir faire court, surtout dans notre époque actuelle, je vais vous donner un petit exercice peut-être si vous voulez bien pour conclure en 10 secondes chacun, le meilleur pitch que vous puissiez nous faire si on vous autorisait, allez, on va dire sans discussion, sans contrainte, sans vote, le rêve, à changer une chose mais une seule dans la réforme actuelle des retraites. Ce serait quoi? Véronique Louwagie, en 10 secondes top chrono et le mot de la fin avec monsieur le sénateur. Pour les personnes qui commencent à travailler très jeunes, je pense qu'il y a encore à faire. Un sujet sur effectivement les carrières longues en l'occurrence. C'est d'ailleurs ce qu'a fait François Hollande. Moi, très simplement, sur la question du niveau de pension. Vous avez 3 secondes pour développer, si vous voulez. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont des difficultés avec leur niveau de pension. Donc, je pense qu'il faut améliorer, notamment, je pense aux carrières hachées, aux femmes, aux petites pensions, etc., notamment. Et je crois qu'il faut faire un effort là-dessus. Merci beaucoup. Nous étions avec Véronique Louwagie, députée Les Républicains de l'Orne, vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise. Merci beaucoup à vous deux.